Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au sommaire de cette édition, la démolition du réceptif Noum Hotel en construction dans la zone balnéaire. De quoi relève réellement cette action du gouvernement? La réponse dans cette édition avec le ministre de la Communication. L'Union progressiste continue son périple dans la ville de Cotonou. Les membres du bureau politique étaient cette fois-ci dans les 4e, 5e et 6e arrondissements pour faire le bilan des élections communales. Et puis la Fondation Adrien Ngoudia a lancé un programme d'initiation à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui constitue un enjeu de l'économie de développement. Plusieurs ministres du gouvernement étaient aussi à ce lancement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13 séance de travail entre le représentant de l'UNICEF et la toute nouvelle chef de la coopération suisse au Bénin. Au menu des échanges, les défis à relever dans le secteur de l'éducation au Bénin. On l'écoute au micro de Lénaï Kakbazaou et de Edmond Ngbo. C'était pour moi l'opportunité de me joindre à celles et ceux qui ont déjà rencontré Madame la directrice pour lui souhaiter la bienvenue au Bénin, mais aussi une opportunité de magnifier l'excellente collaboration qui existe entre la coopération suisse et l'UNICEF ici au Bénin, mais pas seulement au Bénin, à travers le monde et même au niveau de nos sièges. Et c'était aussi l'opportunité de la briefer sur la contribution de la coopération suisse au programme de coopération de l'UNICEF qui s'élève à 5 500 000 $ américains et ce qui représente pratiquement 39% du budget prévisionnel du programme éducation de l'UNICEF, ce qui n'est pas une portion négligeable. Et ensemble, je pense que nous avons un rôle à jouer pour à stimuler les acteurs dans les secteurs de l'éducation pour accompagner le ministère de l'Éducation pour encore plus pour l'éducation des enfants du Bénin. J'ai rencontré monsieur le représentant de l'UNICEF pour la première fois. J'ai pris mes fonctions récemment, donc c'était d'abord une prise de contact et puis ensuite l'occasion d'échanger sur notre partenariat qui justement veut promouvoir la scolarisation, la qualité de l'éducation, la scolarisation des filles notamment. Donc je pense que nous travaillons ensemble et nous sommes engagés pour les années à venir. Et c'était vraiment l'idée de pouvoir échanger de manière générale et sur les enjeux du système éducatif. Depuis quelques jours au Bénin, bien sûr, une polémique a fait le tour. Elle est liée à la démolition du réceptif Noum Hotel en construction dans la zone balnéaire depuis plusieurs années déjà. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement par rapport à cette affaire? De quoi relève cette action du gouvernement? La réponse avec le ministre de la Communication. Il était face à la presse. On l'écoute. En réalité, le point de discorde provient de ce que l'entrepreneur, le promoteur dont vous avez évoqué le nom, s'est engagé à réaliser un édifice, un réceptif hôtelier pour une valeur de 10 milliards de francs CFA qui n'ont jamais été réellement exécutés à ce jour. Donc il ne s'agit pas de 21 milliards, c'est totalement faux, en tout cas contesté, mais de 10 milliards de francs CFA d'investissement.
Cet entrepreneur, et je présume que vous connaissez les faits, s'était effectivement rapproché des autorités béninoises en 2010 et obtenu d'elles la concession d'un vaste domaine de 2 hectares dans la zone balnéaire du Palais des Congrès, dont vous connaissez la valeur immobilière, la valeur vénale, en contrepartie d'une modeste et modique redevance de 3 800 000 francs l'an. 3 800 000 francs l'an de redevance pour un domaine de 2 hectares aux abords du Palais des Congrès. En plus de ces redevances qui n'ont jamais été versées, sauf une seule fois, ce promoteur a bénéficié d'avantages douaniers et fiscaux considérables qui lui ont été octroyés par nos prédécesseurs. Tout ceci parce que, en réalité, en théorie, nous étions contents d'avoir ce réceptif hôtelier qui aurait permis à notre pays de briller un peu plus. Au terme des contrats, les travaux devaient être exécutés dans un délai de 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, après la signature de ce bail amphithéotique intervenu le 29 juin 2012. Ce délai écoulé, rien n'a été réalisé. Le promoteur a été approché, relancé, tensé pour exécuter ce contrat, toujours rien, jusqu'à l'avènement, et il faut que nous fassions le lien, du président Patrice Talon en 2016, qui a hérité de ce dossier embarrassant, gênant parce que nos intérêts n'étaient pas forcément saufs dans ce dossier, et a quand même pris la patience de relancer, d'accorder des délais supplémentaires, de prolonger les avantages douaniers, fiscaux qui ont été conférés aux promoteurs, qui, par ailleurs, a bénéficié d'un prêt important d'une banque de la sous-région à hauteur de 16 milliards pour cet investissement, mais nous n'avons pas trace de ce que ces fonds ont été injectés dans ce projet. Nous voilà dans une situation de blocage et d'inexécution fautive, délibérée des engagements pris vis-à-vis de l'État béninois avec les avantages que je viens de vous énumérer. Mise en demeure, relance, négociation, pour parler, il est apparu que cet entrepreneur, peut-être en réalité, n'a jamais souhaité véritablement investir dans notre pays, puisque nous savons que les fonds ont été détournés, dissipés vers d'autres destinations. Le gouvernement a pris ses responsabilités et après les phases de relance amiable, amicale, a dû introduire des procédures adéquates pour obtenir la résiliation du bail qui avait été consenti, puisque le preneur n'a pas rempli les conditions qui s'imposaient, bien au contraire, l'expulsion et la remise en état des lieux, comme ça se fait en droit. C'est déjà une très bonne chose que ce domaine retourne sans servitude à l'État, qui trouvera sans aucun doute la manière la plus appropriée de le mettre en valeur effectivement pour le peuple béninois, comme nous le faisons dans la zone. Vous avez vu, le boulevard de la Marina est en train de s'embellir. Les projets ne manqueront pas de fleurir dans ce domaine qui est intégralement retourné dans le patrimoine de l'État sans aucune servitude et sans rien qui puisse l'immobiliser. C'était à l'instant le ministre de la Communication au sujet de la démolition du Noum Hôtel en construction dans la zone balnéaire. La deuxième session ordinaire de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication au titre de l'année 2020 s'est ouverte ce mardi au siège de l'institution. Les échanges portent entre autres sur le bilan de la session précédente, mais aussi sur l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle de 2021. FIFA Salmata Dedi et Daniel Ada pour le point. D'une session ordinaire à une autre. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication était en séance solennelle ce 22 septembre 2020. Au menu, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année en cours, qui fait suite à celle qui s'est refermée le 25 juin dernier. Cette première période concerne des activités aussi diverses que la gestion de la campagne médiatique des élections du 17 mai dernier et la régulation des médias en ligne.
La décision prise en ce qui concerne ces médias en ligne s'imposait au regard de ce qu'on observait au niveau de cette catégorie de médias. Il fallait décanter la situation pour permettre à l'institution la réglementation des activités des promoteurs de médias en ligne, conformément à l'article 254 du Code de l'information et de la communication en vigueur dans notre pays. Au cours de cette deuxième session qui s'ouvre, les conseillers de la HAC vont se pencher sur des dossiers non seulement préoccupants pour l'institution, mais aussi pour la nation entière. Plusieurs rapports seront étudiés. Le rapport relatif à la régularisation de la situation des radiodiffusions sonores, dont les conventions sont arrivées à terme. Le rapport relatif à la mission de contrôle physique des sièges des organes de presse écrite, en vue de l'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. Le rapport relatif à l'organisation d'un séminaire d'évaluation de la décision portant modification de la décision numéro 95-062 du 3 novembre 1995 relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias du service public. Le rapport relatif à la procédure d'élaboration d'un cadre de travail formel entre la HAC et les organes dits institutionnels et de services publics. Cette session ordinaire va également permettre à la HAC de réfléchir notamment à l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle 2021. L'Union progressiste a dépêché une délégation dans les 4e, 5e et 6e arrondissements de la ville de Cotonou. Les membres du parti ont fait le bilan des élections communales et municipales de mai dernier. Ils ont également pris de nouvelles résolutions pour la bonne marche du parti. Voici le compte rendu de Marcela Rossi. L'Union progressiste au contact de ses militants. Ensemble, les membres du parti font le bilan des élections communales passées. Le parti a diligenté dans presque tous les départements de notre pays des délégations pour aller au contact des militants afin non seulement de recueillir leur avis, donc de faire le bilan, donc une évaluation des élections communales passées, voir quelles sont les frustrations, qu'est-ce qui reste à corriger, quelles sont les faiblesses par rapport à ces élections. Et je pense que c'est normal que quand on va vers les militants à la base, il faut les écouter. Parce que plus vous écoutez les militants, plus vous pouvez corriger le tir et rendre le parti encore plus fort que jamais. Et c'est à cet exercice que nous livrons aujourd'hui. Mais au-delà de l'évaluation des élections communales, nous sommes en train en même temps d'envisager aussi avec les militants comment concevoir les prochaines échéances électorales et en particulier l'élection présidentielle de 2021. Partout où nous sommes passés, on a vu donc des militants très engagés, mobilisés, et je voudrais demander à ces militants-là de continuer à être engagés et de continuer à travailler pour rendre l'UP encore plus fort que jamais. Dans le 4e, le 5e et le 6e arrondissement, les responsables du parti partagent les préoccupations des chefs quartiers et chefs d'arrondissement. L'entente et la cohésion au sein du parti est ce qui revient le plus souvent dans les propos des acteurs. Les militants du parti qui ont manifesté leur mécontentement par rapport au positionnement qu'il y a eu lors des dernières élections communales et municipales. C'est vrai, tout le monde ne pourra pas être sur la liste. Quand vous prenez le 6e arrondissement, c'est plus des milliers, c'est des milliers de militants de l'Union progressiste, alors que nous avons besoin de 10 personnes. Les militants se sont vidés. C'est l'un des objectifs de ces réunions. Faire table rase de tout ce qui a pu se passer lors des dernières élections communales où des militants ont pu être frustrés de par l'exercice des positionnements. Certains n'ont pas retrouvé leur nom alors qu'ils auraient voulu être candidats. Certains n'ont pas occupé les positions qu'ils auraient souhaité occuper. La gestion des élections, de la campagne a amené des frustrations à des niveaux. Nous sommes venus et ce dont ils nous ont rassurés ici, c'est que notre seule venue a permis qu'ils déposent les armes, qu'ils fassent table rase du passé, ils se soudent encore les reins pour continuer le combat militant au nom de l'Union progressiste. Ils ont réaffirmé qu'ils sont UP et qu'ils demeureront toujours UP.
Pas facile pour les adversaires d'hier de devenir alliés. Et pourtant, le sens du militantisme oblige. Ils sont unanimes sur la nécessité de se mettre ensemble pour défendre les couleurs du parti. L'Union progressiste rassemble beaucoup d'anciens partis. Et vous voyez, ce n'est pas assez aisé, ce n'est pas facile et que les ennemis d'hier se retrouvent ensemble aujourd'hui. Donc c'est ça, au fait, la difficulté. Mais nous sommes en train d'être réglés tout ça, parce que l'Union progressiste, nous tous, nous venons d'ailleurs pour former ce parti, c'est-à-dire il y avait le PRD, il y avait l'AEB, il y avait le PSD et j'en passe. Tout cela doivent rester ensemble aujourd'hui. Vous voyez que ça ne peut pas être facile. Le bilan de la participation de l'Union progressiste aux dernières échéances électorales reste positif. Si les responsables sont satisfaits de ce bilan, des efforts restent à fournir. Pour le moment, les regards sont tournés vers 2021. La Fondation Adrien Oumbédi lance un programme d'initiation à l'intelligence artificielle. Plusieurs membres du gouvernement étaient au lancement de ce programme, un programme destiné aux jeunes béninois. Voici les images. Connaissez-vous Sophia? Sophia, ça vous dit quelque chose? Sophia n'est qu'un robot, l'un des plus intelligents de la planète. Sophia n'est pas humaine, mais elle parle et fait montre d'une connaissance conversationnelle inouïe. La ministre du Numérique raconte ici l'histoire de Sophia qu'elle aurait rencontrée en octobre 2018 en parlant de l'intelligence artificielle à ses interlocuteurs venus en vacances numériques. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que des robots. Mais Sophia a été conçue pour montrer le champ des possibles quand il s'agit d'intelligence artificielle. Dans la révolution numérique qui secoue le monde, l'intelligence artificielle occupe une place de choix et induit des dynamiques économiques et aussi des dynamiques de souveraineté qui en font un domaine incontournable. Pour un pays en développement numérique comme le nôtre, comme le Bénin, il importe de comprendre donc qu'il y a de vrais enjeux économiques derrière l'intelligence artificielle. Et ceci n'a pas échappé au président de la République, le président Patrice Talon. Et c'est pour cela que, sous son leadership, le Bénin a entrepris de réaliser une stratégie nationale relative aux mégadonnées et au développement de l'intelligence artificielle. Cette initiation à l'intelligence artificielle vous permettra de comprendre le concept dans tous ses aspects et contours et d'appréhender dans quelle mesure vous pouvez y jouer un rôle. L'objectif de cet exercice n'est nul autre que de susciter l'intérêt des jeunes béninois sur les merveilles et la révolution technologique. Il y a quelques années, nous avions lancé la Fondation pour le numérique et la jeunesse. Et très tôt, nous nous sommes rendus compte que les jeunes ont manifesté beaucoup de passion pour cette science, surtout pour ses applications, qui concernent de nombreux aspects de la vie quotidienne. En faisant ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons être également des lanceurs d'alerte pour dire attention, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, votre vie quotidienne, l'économie, la médecine, l'agriculture, les ponts et chaussées vont être bouleversés par une nouvelle technique qui s'appelle l'intelligence artificielle. En admettant que l'intelligence artificielle est devenue l'un des grands enjeux de ce 21e siècle, le ministre de la Communication reconnaît qu'investir dans ce domaine et en développer une réflexion critique va bientôt devenir un parcours obligé. L'intelligence artificielle peut nous aider à avancer plus rapidement vers la réalisation des objectifs de développement durable en favorisant une meilleure évaluation des risques, en optimisant la précision des prévisions, la vitesse de partage des connaissances, en proposant des solutions innovantes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'écologie, de l'urbanisme, des industries créatives et en améliorant les conditions de vie et le bien-être quotidien. Déjà, de jeunes entreprises africaines innovantes utilisent des plateformes de téléphonie mobile à intelligence artificielle pour fournir un accès aux services financiers à des centaines de millions d'Africains qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles.
pourquoi pas au Bénin. L'intelligence artificielle représente un potentiel énorme pour améliorer les efforts de développement en Afrique. Et s'il est admissible que l'Afrique est en retard, il est quand même vrai qu'il y a une dynamique forte avec les startups qui commencent à émerger. Parlons à présent de la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Le département du Mono était à l'honneur lors des derniers examens de fin d'année. Les élèves qui, par leur travail, ont contribué à ces résultats ont été encouragés. Moins de déplacements, kits scolaires et enveloppes financières leur ont été donnés par le deuxième adjoint au maire de l'Okossa, qui est aussi président d'une fondation. Jacques James, Jules Akoyeko. L'exploit de chacun d'eux est célébré par la fondation Rodeo Menyikpa. Ils viennent tous de la commune de l'Okossa et sont respectivement premiers du Bénin au CEP, premiers du Bénin au bac et premiers du département du Mono au BEPC. La fondation dote le premier au bac du Bénin d'une moto râteau avec immatriculation et une enveloppe financière de 50 000 francs. Le premier au CEP du Bénin avec un kit scolaire plus une enveloppe financière de 50 000 francs et un vélo VTT. Et le premier au BPC du département d'une enveloppe financière de 50 000 francs, d'un kit scolaire plus un vélo VTT. Par ailleurs, la fondation à mon nom et à ma qualité de deuxième adjoint au maire de la ville de l'Okossa félicite le gouvernement de Patrice Talon dans sa gestion de la pandémie de Covid-19. Le représentant du préfet, le maire de la commune de l'Okossa, les parents d'élèves, les lauréats et les responsables du système éducatif saluent l'initiative et exhortent les élèves à maintenir le cap. Non seulement il s'agit d'un accompagnement psychosocial, mais aussi et surtout d'un réarmement moral. La main qui donne est celle qui repart chargée de grâce. Monsieur le donateur, soyez bénis. Il vous revient, vous autres récipiendaires, d'être ponctuels, assidus et dévoués afin que la moisson soit quantitative et qualitative à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Cette consécration nous permet aujourd'hui de mettre nos familles à l'honneur. Nous remercions spécialement nos parents, sans oublier évidemment nos enseignants, pour leur soutien affectif infaillible tout au long de la préparation de nos examens. C'est le lieu de remercier tout particulièrement la Fondation Rodeo Menyikpa et nous promettons solennellement nous battre pour l'occupation des meilleures places les années à venir. Le premier au bac G3, les admis au CEP et au BEPC de l'arrondissement de Kudo n'ont pas été oubliés au cours de cette célébration de l'excellence. Restons dans cette même veine pour vous dire que l'Union des élèves et étudiants pour le développement de l'arrondissement d'Agamey célèbre l'excellence en milieu scolaire grâce à l'appui de la coopération d'aménagement rural. Les meilleurs aux différents examens et cours de vacances sont reçus. Dès présent, on retrouve bien sûr Jean-Claude James et Jules Akoyeko pour le compte-rendu. Une enveloppe financière qui sanctionne les efforts des premiers d'Agamey au CEP, au BEPC et au bac. Ils sont suivis des meilleurs des cours de vacances de la 6e en terminale qui ont bénéficié des kits scolaires. Aujourd'hui, c'est la richesse communautaire qui prime les enfants, qui prime nos apprenants. Nous l'avons désiré à l'UDESCA avec les cadres. Nous nous sommes battus pour que quelque chose change. La richesse communautaire doit servir à la communauté. Et nous sommes partis pour ne plus reculer. Et nous devons, de ce pas, remercier le chef de l'État qui, en 2017, quand nous avons engagé la bataille pour la libération de la CAR, pour une bonne gestion, il a pris les mesures idoines. Qu'on propulse nos jeunes à aller plus. C'est notre credo. Et priez beaucoup pour nous. Je vous exhorte à prier beaucoup pour nous, surtout pour l'exécutif de l'Okossa et pour le conseil communal, parce que nous sommes prêts à taper à toutes les portes pour que vous ayez au moins le mieux-être. Lauréats et membres de l'Union des élèves et étudiants pour le développement de l'arrondissement d'Agamey se réjouissent de cet accompagnement de la coopérative d'aménagement rural. Je tiens tout simplement à dire merci. Infiniment merci d'avoir organisé cette cérémonie.
Je dois aussi dire que nous sommes tous intelligents à Agamé. Nous avons tout simplement besoin d'un bon guide, comme l'a dit monsieur le deuxième adjoint au maire, pour figurer parmi les meilleurs du Bénin. Je souhaiterais rappeler à tous et à chacun ici présent que Agamé, c'est nous. Nul ne peut venir d'ailleurs pour construire notre arrondissement. Toute l'équipe de coordination des cours de vacances a été aussi encouragée par les organisateurs qui espèrent des résultats meilleurs l'année prochaine. Le lundi prochain, donc, élèves et écoliers reprendront le chemin des classes et pour réussir son année scolaire, il est indispensable de développer des aptitudes psychologiques. Un expert en neurosciences nous apporte des clarifications. On l'écoute. Pour que l'enfant réussisse réellement pour son année scolaire, l'enfant a besoin d'avoir du carburant dans la voiture. Je fais une métaphore, c'est-à-dire lorsque vous avez une voiture, la voiture, pour qu'elle aille, elle a besoin d'avoir du carburant, elle a besoin d'avoir de l'eau, elle a besoin de l'électricité, elle a besoin d'un dispositif, d'un confort embarqué pour nous amener loin. C'est pareil pour l'apprenant. L'apprenant a besoin d'avoir, on appelle ça des neurotransmetteurs, c'est des substances chimiques, le carburant dans sa voiture, dans son cerveau. Donc, doit avoir un terrain favorable pour lui permettre d'aborder son apprentissage. Quel que soit le psychologue, quel que soit le coach qui va l'accompagner, si on ne tient pas compte de sa neurochimie, de ses neurotransmetteurs au niveau du cerveau pour l'aider, il ne va pas pulser. Parce que quand je prends la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui n'est rien d'autre que l'essence dans la voiture, qui génère la motivation chez l'apprenant. D'accord? Et c'est ça qui gère la mémoire du travail chez l'apprenant. Quand je prends l'acétylcholine, c'est même lui le patron de l'attention. Et c'est lui qui gère ce qu'on appelle la mémoire à court terme. C'est-à-dire la mémoire à court terme, lorsque je prends une information et que je vais en faire quelque chose, je comprends l'information d'abord, je mets l'information dans ma mémoire à court terme et après j'envoie ça. C'est le transit pour envoyer l'information dans la mémoire à long terme. Il y a le GABA qui gère la mémoire auditive quand l'enseignant parle, quand on me parle. Donc, le GABA qui gère la mémoire auditive, qui n'est rien d'autre que l'eau dans la voiture, le refroidisseur. Quand votre enfant est en manque, on lui parle, il ne comprendra pas. Il sera tout le temps énervé et même pour faire revenir l'information à la conscience, lui sera très, très difficile. Et il y a autre chose, la sérotonine qui gère la mémoire visuelle et auditive. Ce qu'on te montre et on te parle de ça. Mais quand vous êtes en manque, vous avez une difficulté de reconnaître les choses, de voir les choses. L'apprenant a besoin de ces 4 types de mémoire. La mémoire de travail, la mémoire à court terme, la mémoire auditive et la mémoire visuelle auditive. Mais si l'enfant a manque de cette biochimie, il faut d'abord, à travers une bonne alimentation et même des compléments alimentaires, l'aider à équilibrer ces substances chimiques-là, quitte à rendre le terrain de l'apprentissage favorable. Maintenant, un psychologue peut prendre la relève pour pouvoir amener l'enfant à bon port. L'actualité hors de nos frontières, c'est l'appel du chef de la junte au pouvoir au Mali à soutenir les forces étrangères présentes dans le pays. Aux États-Unis, la course pour la présidentielle est chamboulée par la mort de la juge de la Cour suprême. Le président américain Donald Trump dévoilera en fin de semaine le nom de sa candidate à la Cour suprême. Toujours aux États-Unis, la 75e Assemblée générale de l'ONU a démarré ce mardi en édition virtuelle, due à la pandémie du coronavirus. Et puis, en Angleterre, de nouvelles mesures ont été annoncées pour faire face à la propagation de la pandémie. Voici les images. À Bamako, au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, appelle ses compatriotes à soutenir les forces étrangères présentes dans le pays. En citant notamment la force française Barkhane et les casques bleus de la MINUSMA, il s'exprimait en marge des cérémonies du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le message à l'endroit du peuple malien, c'est un message d'union sacrée autour du Mali. Et je demande à la population malienne de soutenir les forces armées de défense et de sécurité
Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de les féliciter et de les encourager pour tous les efforts qu'elles déploient pour ramener la sécurité et la paix au Mali. Et je demande aussi à la population malienne de soutenir nos forces partenaires telles que la force Barkhane, la MINUSMA et la force Takuba. Aux États-Unis, premier jour de débat dans le cadre des travaux de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un rendez-vous annuel qui rassemble les dirigeants du monde entier à New York, au siège de l'ONU. Mais cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les assemblées et débats se tiennent de manière virtuelle. Aucun chef d'État ne sera présent dans le célèbre building. Les présidents devront faire leur adresse par écran interposé. Cette année, l'ambiance est donc complètement différente de celle des années précédentes. Pas de foule, ni de policiers, les rues sont calmes et désertes. La crise sanitaire a poussé l'ONU à s'adapter au format des visioconférences et lors de ses remarques préliminaires, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a mis en avant les priorités de cette 75e session de l'ANU, à savoir la riposte mondiale à la pandémie de coronavirus, mais aussi et surtout la paix, la sécurité, le désarmement, les droits de l'homme, l'égalité des sexes et le développement durable. La pandémie de Covid-19 est une crise qui ne ressemble à aucune autre de notre vie et donc la session de l'Assemblée générale de cette année ne ressemblera à aucune autre. Nous avons un programme complet et les enjeux ne pourraient être plus élevés. Plusieurs présidents se sont relayés par message vidéo, puis des interventions de chefs d'État africains dans la matinée de ce mardi. Des électeurs dans les États clés du Michigan et de l'Ohio, dans le Midwest américain, donnent leurs impressions sur la bataille politique qui s'annonce pour remplacer le siège vacant à la Cour suprême de la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée la semaine dernière. Je crois que c'était une intervention divine et si le siège vacant doit être remplacé avant l'élection, ainsi soit-il et Dieu s'en chargera. Le président américain Donald Trump s'est prononcé sur le sujet lors de ce rassemblement et annonce qu'il désignera en fin de semaine une nouvelle juge pour la Cour suprême afin de succéder à Ruth Bader Ginsburg. Je vais annoncer qui c'est. La seule chose que je dirai pour les femmes, ce sera une femme. S'il vous plaît, levez votre main tout de suite. Il y a beaucoup de femmes ici. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce de nouvelles restrictions, dont un couvre-feu des bars fixé à 22 heures en Angleterre et incite les travailleurs qui le peuvent à reprendre le télétravail face à la rapide reprise de la pandémie de nouveau coronavirus. Le Royaume-Uni, pays le plus en deuil du vieux continent, a relevé lundi le niveau d'alerte face à la reprise rapide de l'épidémie qui pourrait faire plus de 200 morts par jour sans changement de cas. Voilà qui met thème à cette édition de la mi-journée. Toute l'équipe technique se joint à moi pour souhaiter une très belle journée. D'ici là, portez-vous bien. À demain. Alerte Corona.